C'est bon? Ok. Donc, bonjour à tous. Donc on va parler des systèmes de recommandation et des maths qui sont derrière. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà les systèmes de recommandation? Comment ça fonctionne un petit peu? Quelques-uns. D'accord, super. Et est-ce que vous maîtrisez les maths? C'est pas trop, on va rester basique. Donc moi c'est Loïc Nuchel, donc je suis développeur web freelance. Je fais pas mal de choses. Je suis aussi entrepreneur à côté. Je suis en formation en ce moment à Coup d'État tous les samedis et je m'implique pas mal dans la communauté. Je suis organisateur des Human Talks Paris. Donc ça vous tente. Voilà. Je suis aussi bagueur. J'ai un blog que j'essaie de tenir à jour et autres. Donc pourquoi un système de recommandation? Effectivement, on ne sait pas forcément à quoi ça peut servir et qu'est-ce que ça peut apporter. Alors tout d'abord, actuellement on a beaucoup d'informations. Alors je ne parle pas du tout du big data, mais tout simplement qu'on peut présenter à l'utilisateur. Si je vais rechercher une recette de cuisine, on va pouvoir me présenter 1000 recettes qui correspondent à ce que je veux. Et pour l'utilisateur, c'est pas pertinent. On va vouloir lui en présenter 5, 10, 20 et il faut qu'il ait son résultat très très rapidement. Donc comment trier les choses pour que vraiment ce soit l'information pertinente qui soit présentée en premier et pas présenter toute l'information qu'on possède à l'utilisateur. De la même manière, on va aussi vouloir personnaliser son site pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va présenter des choses différentes en fonction des utilisateurs pour leur permettre de se sentir mieux sur le site, d'avoir de meilleures interactions, de faciliter les choses au plus possible. Et donc c'est via les systèmes de recommandation qu'on va pouvoir faire toutes ces choses-là. Alors il y a plusieurs manières de faire un système de recommandation. Moi je vais me focaliser sur le filtrage collaboratif. Donc le filtrage collaboratif, le principe est assez simple. Ça va être de prendre toutes les actions utilisateurs, vraiment les interactions donc, entre les utilisateurs et les objets qu'on veut présenter, et à partir de ces interactions, de repérer des similitudes, soit entre objets, soit entre utilisateurs, et avec ces similitudes, proposer des choses qui se ressemblent ou qui pourraient plaire aux utilisateurs. Donc typiquement, pour une similarité entre utilisateurs, donc ici on a deux utilisateurs, et on voit qu'ils ont des centres d'intérêt communs. Donc en fait, on va déterminer que ils sont assez proches, en tout cas leurs goûts, leurs actions sont assez proches. Quand un nouvel utilisateur va acheter un nouveau produit, on va se dire l'autre aussi pourrait être intéressé et donc on va pouvoir lui recommander ce produit. Donc ça c'est la similarité utilisateur et on a aussi la similarité entre objets. Donc quand on a un groupe d'utilisateurs qui achètent à peu près les mêmes choses, en fait on va en déduire que ces choses-là sont proches. Alors c'est pas forcément exactement la même chose, ça peut être une console de jeu et un écran de télé. Mais en tout cas c'est des choses qui sont dans les mêmes centres d'intérêt ou qui sont en commun en tout cas avec ces utilisateurs-là. Donc quand quelqu'un va va commencer à acheter ou à regarder ou à cliquer sur une de ces choses-là, va se dire tiens, pourquoi il serait pas comme les autres au final et pourquoi il aimerait pas cet autre objet, donc ici en plat. Et donc on va pouvoir lui recommander et lui faire découvrir de nouvelles choses qui plaisent déjà à tout un groupe de personnes. Donc ça c'est très bien, mais comment on va le faire? Donc comme je disais tout à l'heure, on a d'un côté des utilisateurs, de l'autre côté des objets. Donc chacun peut avoir ses propriétés, mais ici c'est pas ce qu'on va utiliser. La partie importante c'est la partie au milieu, c'est-à-dire les interactions. Donc ici ça peut être des notations, mais ça peut très bien être les téléchargements, des commentaires, des vues, des achats, tout ce que vous imaginez, like Facebook, n'importe quoi. En tout cas tout ce qui interagit tout ce qui est interaction entre un utilisateur et justement les contenus qu'on souhaite recommander. Donc, quels peuvent être les objectifs? Donc, tout d'abord, c'est sur un site de e-commerce, essayer de savoir la probabilité d'achat d'un objet pour présenter, bien sûr, à l'utilisateur les objets qui sont le plus probable qu'il achète. Prédire une note. Typiquement, sur un système de recommandation de films, on peut se demander, l'utilisateur a déjà noté un paquet de films, et se demander, ceux qu'il n'a pas encore noté, comment il les noterait, et pour lui recommander ses préférés. Ou faire un top 10 pour leur proposer les objets les plus intéressants pour eux. Donc comme je disais, on va prendre l'exemple d'un système de recommandation de films. Donc on a des utilisateurs qui notent des films et qui commencent à avoir une certaine connaissance du système.
Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est prédire la note qu'un utilisateur donnera à un film qu'il n'a pas encore noté, et donc potentiellement pas encore vu. Donc on pourrait se dire, très bêtement, en fait, je vais simplement faire une moyenne. Alors ça, c'est les maths vraiment basiques. Donc ici, je somme la note de tous les utilisateurs qui ont noté le film, et je divise par le nombre d'utilisateurs, donc ça donne la prédiction. Donc si un film a une moyenne de 4 sur 5, je vais dire, tous les utilisateurs qui l'ont pas encore noté vont l'aimer à peu près 4 sur 5. On voit tout de suite les limites de cette approche-là, c'est que premièrement, c'est pas du tout personnalisé, comme je le disais au début, et deuxièmement, c'est pas forcément très pertinent, tout le monde n'a pas du tout les mêmes goûts, mais c'est quand même un premier pas. Le deuxième pas, ça peut être de se dire, bon, on va faire une moyenne, mais on va être un petit peu plus intelligent que ça, on va la personnaliser et et la pondérer en fait. Donc on rajoute ici tout simplement un facteur de pondération, donc c'est une moyenne pondérée, rien de bien compliqué encore. La partie intéressante, c'est la pondération. On va dire, plus l'utilisateur me ressemblera, plus ce sera important. Et inversement, pour les utilisateurs qui ne me ressemblent pas du tout, on va la mettre à 0 et du coup pas du tout les prendre en compte. Donc quand on note de la même manière un film, on veut augmenter la pondération. Quand on note donc que ce soit en positif ou en négatif. Et quand on note de manière différente, on veut que la pondération diminue. Donc une des formules assez connues, c'est la formule de Pearson. Donc on va prendre la note. Donc pareil encore, on va sommer et on va prendre la note de l'utilisateur moins la note moyenne qu'il a donnée à tous les films. Et on va multiplier ça par la même chose pour le deuxième utilisateur. Ça fait que, comme j'expliquais juste avant ici, plus par plus, on va avoir plus, moins par moins, on va avoir plus, et moins par plus, on va avoir moins. Donc en fait, ce W ici va augmenter en fonction de la similarité que je vais avoir avec les utilisateurs. Plus je serai d'accord avec eux, plus ça va augmenter, et ensuite on normalise sur l'écart type de ça. Donc avec ça, ça va permettre d'avoir vraiment une première approche de la similarité, et donc avoir cette note pondérée et personnalisée pour chaque utilisateur. Donc il y a d'autres moyens de faire des fonctions de similarité, typiquement juste prendre un voisinage. On prend les 20 personnes les plus proches de moi et puis on fait une moyenne toute bête, donc avec des 0 et des 1. Ou ici, via le cosinus, donc en fait si on représente chaque utilisateur par un vecteur dans un espace, on fait le cosinus de l'angle et ça va nous donner cette formule-là. Puis après on peut faire beaucoup d'autres choses, des trucs custom, en mettant d'autres données. Ici je me base uniquement sur les notes. Alors c'est bien, mais on va peut-être vouloir aller encore un petit peu plus loin, parce qu'on va se rendre compte que tous les utilisateurs ne notent pas de la même manière. En effet, quand certains vont noter de 0 à 5, d'autres vont noter de 2 à 4, d'autres vont noter de 3 à 5, et ainsi de suite. Et du coup, on va avoir des problèmes de référentiel de notes si on fait des moyennes toutes simples. Donc ce qu'on va faire ici, c'est, au lieu de prendre la note, on va prendre la note moyenne divisée par l'écart type. Ça va permettre en fait de ramener toutes les notes dans une même échelle, et donc de les rendre comparables. Donc du coup, on va faire cette moyenne pondérée sur les notes normalisées, et ensuite, bien sûr, pour la prédiction, on va dénormaliser ce résultat pour le ramener dans le système de valeurs entre guillemets de l'utilisateur pour lequel on veut faire la prédiction. C'est-à-dire, on va remultiplier par l'écart type et ajouter sa moyenne. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, on va pouvoir avoir une prédiction pour l'utilisateur dans son système de valeurs. C'est-à-dire, si un utilisateur donne de 3 à 5, on va pouvoir comparer en fait la prédiction qu'on a fait avec les notes qu'il a déjà données. Donc voilà, c'est des maths très très basiques et ça permet de faire des choses assez intéressantes. On est d'accord, jusqu'ici, c'est assez simple. Et vraiment, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. La vraie complexité des systèmes de recommandation, c'est dans la similarité, mais c'est vraiment pas très compliqué. Alors, il y a quelques petits détails quand même. Tout d'abord, avec ce que je vous ai présenté, on va avoir des petits problèmes, c'est-à-dire que les recommandations ne vont pas changer souvent. Les utilisateurs ne notent pas souvent des nouveaux films, ou en tout cas, plus je vais avoir noté de films, moins l'impact que je vais avoir va changer. Donc en fait, je vais avoir tout le temps les mêmes recommandations. Donc ici, on a il faut mettre en plus de tout ça des systèmes de pondération dans le temps ou de renouvellement des recommandations. De la même manière, si c'est pour recommander des choses qui sont complètement évidentes, allez regarder Game of Thrones,
c'est pas la peine. Le système de recommandation a vraiment pas de valeur. Donc on va aussi devoir pénaliser toutes les choses qui sont trop populaires. Alors ça peut être trop populaire dans l'absolu, ou vraiment pour un utilisateur en particulier dans son petit domaine. Un autre problème ici, c'est The Harry Potter Effect. Alors moi je l'aime bien, c'est quand donc dans un système de recommandation de films, quand on va regarder Harry Potter, le 1 par exemple, en fait tous les autres sont très très proches. Donc du coup automatiquement ça va se retrouver dans les recommandations et on va avoir 6 recommandations sur les 6 autres Harry Potter. C'est pas forcément super pertinent. Au mieux peut-être on pourrait recommander le deuxième, mais il faut vraiment mettre des mécanismes un petit peu plus intelligents. Et là pour le coup c'est vraiment de la logique métier pour dire ce qui est trop proche, on va pas le recommander, ou selon certains critères, il va falloir être un petit peu plus intelligent pour avoir un système de recommandation pertinent. Et enfin, on a le cold start problem. C'est-à-dire que là, je vous parlais d'un système où on fait des moyennes avec les notes que l'utilisateur a déjà données, mais un nouvel utilisateur qui vient de s'inscrire, il n'a encore donné aucune note. Donc on ne peut en faire aucune recommandation. Ou même si on en a donné 2, 3, la pertinence va vraiment être très limitée. De la même manière, un nouveau film qui vient de sortir, il n'aura aucune note. Donc on ne va jamais le recommander. Il va vraiment y avoir des problèmes. Donc là, il y a énormément de stratégies pour contrer cet effet-là. Typiquement, proposer des choses de manière un peu plus statique ou avec d'autres systèmes de recommandation qui sont beaucoup moins sensibles à ça. Mais voilà, c'est des choses auxquelles il va falloir faire attention. Donc si ça vous intéresse un peu plus, j'ai fait un petit projet qui permet, donc c'est un site web, c'est un système de recommandation de films où j'ai implémenté les algorithmes que je vous ai présentés et d'autres avec d'autres systèmes de recommandation et vous pouvez le télécharger, essayer d'autres algorithmes et regarder un petit peu ce que vous faites. Donc bien sûr le QR code amène sur l'adresse. Donc voilà, si ça vous a intéressé, juste essayez, c'est vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié, je me suis vraiment fait plaisir, et honnêtement c'est vraiment pas très compliqué de débuter et de faire ces petits algos sympathiques. Donc si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Non, oui. Ouais, alors comment on fait pour valider qu'un système de recommandation est bon? C'est un sujet assez complexe. En fait, souvent ce qui est fait, c'est tu sépares ton jeu de données en deux. Et en fait, tu vas faire des prédictions pour ce que tu connais. Enfin, tu prends la moitié des données pour faire tes prédictions et tu vas prédire pour les données que tu connais déjà, en fait. Donc du coup, après, tu vas regarder la cohérence entre tes prédictions et la réalité. Donc ça c'est puis après il y a plein d'autres manières, mais principalement les principes sont vraiment ça. C'est tu vas prendre des choses que tu connais, prédire pour ces choses-là et regarder si ça colle. Ouais. Ouais. Alors effectivement il y a derrière ça, oui. La question c'est comment est-ce qu'on peut avoir les performances des systèmes de recommandation. Alors effectivement, à chaque fois on va prendre tout l'historique de tout le monde et tout recalculer. On a quand même une chance, c'est que ça change pas beaucoup. Donc en fait on va pouvoir avoir des traitements batch qui font du précalcul de similarité. Alors c'est pour ça aussi que, autant sur les utilisateurs, on a envie que ça change beaucoup, genre il vient de noter 3 films de plus, on veut lui proposer autre chose, autant sur les items de films qui se ressemblent, ils se ressemblent, et point barre. Donc du coup c'est pour ça qu'on va souvent faire des choses sur les systèmes sur les similarités entre objets, ce qui permet d'avoir des précalculs, ça change pas souvent, on peut le faire journalièrement ou sur une semaine. Et puis après, voilà, après il y a d'autres systèmes, il y a les recommandations sur les graphes, qui fonctionne de manière très différente, mais qui permet de répondre aussi au temps réel. C'est bon ? Ok. Merci.